Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème récurrent dans la politique américaine, c'est l'immigration illégale. Alors, la crise migratoire existe depuis très longtemps, mais elle s'est particulièrement aggravée depuis la prise de pouvoir de Biden. Alors, il ne s'agit pas ici de faire l'historique de l'immigration aux États-Unis, hein, on pourra en faire des heures, mais de comprendre le contexte politique de la situation actuelle. Alors, les démocrates, qui sont représentés par un âne, comme les républicains, représentés par un éléphant, veulent tous une réforme de la politique d'immigration. Mais pas exactement dans les mêmes termes. Alors je m'explique. Pour les démocrates, il faut, je cite, améliorer la sécurité des frontières, accorder la priorité à l'application de la loi afin que nous ciblions les criminels et non les familles, garder les familles ensemble et renforcer notre économie. Les démocrates reconnaissent l'importance historique que notre pays est une nation d'immigrants. Nous honorons nos valeurs fondamentales en traitant toutes les personnes qui viennent aux États-Unis avec dignité et respect. Et nous cherchons toujours à accueillir et non à attaquer les immigrants. Bon, alors c'est une position évidemment mensongère. Ils n'ont jamais eu l'intention de renforcer la sécurité aux frontières, morale et émotionnelle, qui est typique de la gauche bien pensante. Alors, pour les républicains, leur position sur l'immigration est extrêmement légaliste. Je cite, « En tant que nation attachée à l'état de droit, nous devons insister pour que tout le monde vienne ici légalement et conserve son statut légal. Une frontière poreuse met nos communautés et notre nation en danger. L'Amérique doit sécuriser la frontière une fois pour toutes en accélérant le déploiement des clôtures, de la technologie, des moyens aériens et du personnel. Nous devons également protéger notre pays et promouvoir l'équité en appliquant nos lois sur l'immigration. Un flot de trafic illicite à travers nos frontières a déstabilisé les communautés et porté atteinte à notre sécurité nationale. Il est vrai que le risque d'infiltration terroriste et le trafic de drogue, notamment le fentanyl, qui fait des ravages aux États-Unis, et aussi les trafics d'humains, prostitution, j'en parlerai plus tard, sont les deux thèmes principaux des républicains. Et je pense à juste titre. Lors de la campagne électorale de 2016, Trump avait promis de construire une barrière le long de la frontière sud-ouest des États-Unis, donc la frontière avec le Mexique, ce qui avait en partie permis sa victoire. Il faut rappeler que son administration, pendant son mandat, s'est approprié environ 15 milliards de dollars pour sa construction, dont une grande partie a été prélevée sur le budget du ministère de la Défense, après que le Congrès a refusé de répondre aux demandes de financement de l'administration, provoquant une longue fermeture du gouvernement. Soit dit en passant, à l'époque, il possédait une majorité républicaine à la Chambre des représentants. Bon, donc, pour dire à quel point même certains républicains n'étaient pas très chauds pour ce genre de politique. L'opposition démocrate et la mollesse des rhinos, les rhinos, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, c'est les fameux Republicans in name only, rhinos, ont été très efficaces afin de rendre cette construction difficile et finalement inachevée. L'administration Trump a achevé des centaines de kilomètres de murs le long de la frontière sud avant que le président Joe Biden n'interrompe sa construction. En effet, quelques heures seulement après l'entrée en fonction du président Joe Biden en janvier 2021, ce dernier a signé une poignée de décrets exécutifs remplissant les promesses de campagne et signalant les priorités de son administration naissante. Parmi ces priorités, un ordre d'arrêter immédiatement la construction du mur frontalier emblématique de l'ancien président Donald Trump. Voilà. On en voit les résultats aujourd'hui. Depuis janvier 2021, plus de 2 millions d'illégaux sont entrés aux États-Unis via la frontière sud avec le Mexique. Certains parlent même de 5 millions, dans la mesure où les autorités américaines ne sont pas en mesure de répertorier tous les illégaux. Ça, on s'en doute un petit peu. Donc en fait, on ne connaît pas le chiffre exact. Ces illégaux sont soit accueillis par des familles ou par des amis ou de la famille déjà installés aux États-Unis, ou bien sont lâchés dans la nature après, on va dire, traitement par les autorités, c'est-à-dire on les fiche, on les photographie, on prend leur identité, et qu'elle soit réelle ou supposée, puisque beaucoup n'ont pas de papier d'identité, et après on leur donne un titre qui est en fait un permis de circuler, enfin quelque chose qui leur permet, s'ils sont arrêtés, de montrer quelque chose de légal, pour aller dans les États frontaliers du Mexique, Californie, Arizona, Nouveau-Mexique et Texas. Mais à la fin, beaucoup
finissent par arriver dans les grandes villes libérales du Nord-Est, New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, etc., et le Midwest, Chicago ou Minneapolis, attirés par les nombreuses aides sociales offertes par ces villes à imposition élevée. J'en sais quelque chose puisque je viens de New York. Alors, il y en a même qui arrivent en Floride par bateau, ou plutôt par rafio. Alors, j'ai pu le constater par moi-même il y a quelques semaines, sur une plage près de chez moi, donc la photo est jointe, vous verrez. Il ne s'agit pas de brosser un portrait humainement dégradant de tous ces illégaux, évidemment non. Il est vrai que parmi eux, il y a des gens qui cherchent une meilleure situation économique et qui ne la recherchent pas. Mais il y a aussi parmi eux de nombreux criminels, des terroristes et des gens potentiellement dangereux. D'ailleurs, il s'avère que le Venezuela vide ses prisons, comme Cuba l'a fait dans les années 80 avec l'exode de Mariel, prémisse du film culte Scarface avec Al Pacino dans le rôle de Tony Montana, réfugié politique cubain. Bon, une grande référence cinématographique, mais tirée de faits réels. Il y a aussi des réseaux très bien organisés qui trafiquent des êtres humains. J'en ai parlé un petit peu avant. Femmes, enfants, pour la prostitution, pour l'adoption, ou alors le trafic d'organes. C'est absolument sordide, mais c'est réel. Trafic de drogue, cocaïne et surtout le fentanyl, et l'assistance à des organisations terroristes qui souhaitent s'infiltrer aux États-Unis pour de futurs attentats. Malheureusement, ça doit probablement arriver à un moment ou à un autre. En fait, ce sont souvent des malheureux qui cherchent de meilleures conditions de vie, mais ils viennent aux États-Unis car il existe des réseaux de passeurs, la mafia notamment. Et parce qu'ils savent pertinemment que la frontière américaine est ouverte et que le gouvernement Biden ne renvoie personne. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'ils violent la loi et deviennent pour la plupart un fardeau pour les communautés qui doivent les accueillir. Ils sont accueillis par les États et villes bleues démocrates, souvent autodésignés villes sanctuaires. Cela veut dire que les autorités locales ne remettent pas les illégaux aux autorités d'immigration lorsqu'elles les arrêtent pour des crimes ou délits. Ils ne sont donc jamais expulsés, même si la justice l'ordonne. Et elles fournissent aux illégaux, ces villes démocrates, des services gratuits, logement, santé, éducation, argent, etc. Toutefois, le gouvernement Biden a envoyé ces illégaux en priorité vers les États rouges républicains afin de changer la balance démographique et politique de ces États. En effet, en novembre 2021, par exemple, on apprenait que l'administration Biden avait organisé 70 vols de nuit, comme un vulgaire trafic d'êtres humains, de la frontière mexicaine à la Floride. C'est pourquoi, récemment, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un républicain, a dénoncé cette hypocrisie démocrate en envoyant par avion vers Martha Stewart, le lapsus, Martha's Vineyard, Martha Stewart, c'est une reine de la cuisine, etc., et de la décoration. Mais je crois qu'elle a une maison là-bas d'ailleurs, enfin j'en suis pas sûr, enfin peu importe. Une cinquantaine d'illégaux venant du Venezuela. Il a notamment déclaré que nous ne sommes pas un État sanctuaire et il vaut mieux pouvoir se rendre dans une juridiction sanctuaire. Nous vous aiderons, je cite toujours DeSantis, nous vous aiderons à faciliter ce transport pour que vous puissiez aller vers des pâturages plus verts. Chaque communauté en Amérique devrait partager les fardeaux. Tout ne devrait pas tomber sur une poignée d'États rouges. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que Martha's Vineyard ? C'est une île de l'État du Massachusetts aux États-Unis. Alors d'après Wikipédia, l'île est surtout connue comme résidence d'été de la jet-set américaine et des présidents des États-Unis. Bref, c'est une destination de villégiature pour les riches. Martha's Vineyard est une communauté où la grande majorité a voté pour le président Joe Biden lors des élections de 2020 et où le prix moyen des maisons est de 1,325 millions de dollars. C'est un prix moyen. Ces 50 personnes sont arrivées à Martha's Vineyard puis ont été hébergées dans une église de l'île. La réaction des habitants était presque drôle, car ils étaient très gênés de les voir débarquer chez eux, contrairement aux habitants des États frontaliers avec le Mexique. Ils n'ont jamais été confrontés en réalité à cette immigration illégale. Et alors qu'ils sont des activistes pro-immigrants, illégaux plutôt que légaux. Quelle a été la réponse des autorités de Martha's Vineyard et de l'État du Massachusetts face à cette situation ? Ils ont déclaré une urgence humanitaire. Ont activé 125 soldats de la garde nationale et les ont expédiés hors de l'île en moins de 24 heures. Alors je répète, le Massachusetts a déployé la garde nationale pour aider à l'élimination des étrangers en situation irrégulière
à Martha's Vineyard. Le gouverneur démocrate Baker, donc du Massachusetts, a donc permis que l'État transporte les migrants vers une base militaire à Cape Cod. Cape Cod, c'est juste à côté, avec l'aide de la garde nationale de l'État, un jour seulement après leur arrivée initiale sur l'île. Alors, en anglais, on appelle cela Not in my backyard, NIMBY, N-I-M-B-Y, Not in my backyard, ce qui veut dire ne localisez pas quelque chose d'indésirable près de chez moi. Alors, était-ce une crise humanitaire? Pas vraiment. Des dizaines de locations Airbnb disponibles sur Martha's Vineyard, malgré les allégations du logement, malgré les allégations de crise du logement. En d'autres termes, il pouvait être logé sans problème. D'ailleurs, Barack Obama, l'ancien président, il possède même une propriété de 12 hectares qui lui a coûté 12 millions de dollars, avec son salaire de président, je précise, et qu'il occupe irrégulièrement, et qu'il n'a jamais offert pour héberger ses illégaux tant chéris par lui. La gauche est toujours très généreuse avec l'argent des autres. Alors, les réactions des démocrates. Sans surprise, excessives, idiotes et déshumanisantes. Alexandra Ocasio-Cortez, l'égérie de la gauche woke, a affirmé sans complexe que les gouverneurs qui envoient des bus de migrants ou des avions de migrants dans les villes libérales commettent des crimes contre l'humanité. Rien que ça. Hillary Clinton a qualifié la crise des migrants de Martha's Vineyard de trafic d'êtres humains. Un activiste immigrationniste, Max Leffeld, a même dit que le gouverneur de Floride DeSantis, je cite, qui envoie des demandeurs d'asile à Martha's Vineyard, c'est comme moi sortir mes ordures et me rendre dans différentes zones où je vis et y jeter mes ordures. Extrêmement sympathique, mais très clair de la part de nos amis démocrates. Un commentateur de droite, Michael Knowles, a ironisé sur ces réactions. S'ils vous enrichissaient, je cite, pourquoi avez-vous choisi de vous appauvrir en les envoyant le plus rapidement possible vers une base militaire? Et les illégaux dans tout ça? Ils n'ont pas été forcés de faire ce voyage. Ils ont librement choisi de venir. Ils se disent reconnaissants vers le gouverneur de Floride DeSantis pour les avoir envoyés à Martha's Vineyard, qui a un cadre merveilleux, c'est très très beau bien sûr. Le gain politique pour le gouverneur DeSantis, potentiel candidat républicain à l'élection présidentielle de 2024, est énorme. Il a pu démontrer l'hypocrisie de la gauche américaine, soi-disant défenseur des pauvres. Se débarrasser en moins de 24 heures de 50 illégaux avec l'aide de l'armée, ça fait tâche. Il a acquis une aura nationale grâce à la couverture médiatique, souvent défavorable de cette séquence, mais peu importe, tant qu'on parle de soi en politique, c'est bien. Les républicains, ainsi que les modérés et les indépendants, ont noté que DeSantis avait la capacité de bousculer, de déstabiliser la gauche là où elle donne des leçons de morale à la terre entière. Ça, c'est un point intéressant. Il a pu braquer un projecteur sur la division politique et morale entre le peuple américain et ses élites, complètement déconnectées sur cette question cruciale qu'est l'immigration illégale, et alors que la récession et l'inflation sont là. Un autre effet probablement plus comique est que le New York Times, organe de propagande officiel du Parti démocrate, vient juste d'espérer, dans un éditorial, que Trump soit le candidat républicain en 2024 plutôt que DeSantis. Alors je cite, « Eh bien, vous pourriez dire que Donald Trump est aussi un tyran. Oui, il l'est. Mais Donald Trump est aussi une célébrité de longue date, avec une personnalité publique qui concerne autant The Apprentice et même Home Alone 2, le film où il avait fait un petit passage, que sa carrière politique. De plus, Trump a les compétences d'une célébrité. Il est drôle. Il est tyran, mais drôle. Ça, c'est mon commentaire. Il a de la présence sur scène et il a une sorte de charisme naturel. Il peut être un tyran en partie parce qu'il peut tempérer sa cruauté et son égoïsme avec la performance d'un clown ou d'un showman. Toute ressemblance avec un président ukrainien est purement fortuite. Il peut persuader un public qu'il plaisante, qu'il ne le pense pas, réellement. Je continue de citer cet article de New York Times. Ron DeSantis ne peut pas. Il est peut-être un Trump plus compétent en termes de capacité à utiliser les leviers de l'État pour accumuler du pouvoir, mais il est aussi plus méchant et plus rigide, sans la décontraction et l'excentricité du vrai Donald Trump. Hallucinant. Après l'avoir considéré illégitime, dangereux, semi-fasciste, la gauche va finir par adorer Trump. Bonne semaine, mes amis.